starting. All attendees are in listen-only mode. Eh bien, bonjour. Nouveau webinaire aujourd'hui sur la série des API. On va parler du chargement parallèle de données avec l'API Bulk. Donc, je m'appelle Hervé Malville, je suis architecte plateforme sur la zone IMIA. Donc, je suis actuellement à Paris. Nous avons un temps qui n'est pas complètement ce que la météo nous avait souhaité. Mais si vous êtes devant votre écran, ce ne sera peut-être pas le sujet du jour. Alors, un petit écran de Safe Harbor. Si vous connaissez les démonstrations Salesforce, vous connaissez probablement cet écran. Je ne vais pas vous le lire dans tout son détail. Simplement, retenez que si vous assistez à une présentation qui contient des éléments de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles à date, vous ne devez pas les prendre en compte dans vos décisions d'achat. Voilà, Salesforce est une entreprise américaine cotée en bourse et je me devais de vous passer ce petit message. Alors, pour suivre les news, vous avez beaucoup de contenu lié à Developer Force, que ce soit sur Twitter, Facebook, Google+, YouTube et bien sûr LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller consulter nos sites développeurs. Vous y trouverez toutes les informations sur Salesforce, sur nos outils de développement, sur la plateforme, beaucoup de white paper, de documentation, tout ce que nous voyons aujourd'hui en termes d'API. Vous retrouverez ça bien sûr sur nos sites. N'importe quel moteur de recherche vous ramènera tout de suite sur la page qui convient. Alors, le sujet du jour, donc avec quelle vitesse on peut charger des données dans Salesforce, ça va être un petit peu notre credo aujourd'hui. Et combien d'enregistrements on peut charger en une heure, donc quelques idées de chiffres. Voilà, donc on a ici un écran qui nous présente différentes options de vitesse de chargement. Alors, ce ne sont pas évidemment des options qu'on active à volonté, ça va vraiment être le sujet du jour de comprendre comment on peut atteindre des vitesses aussi importantes que plusieurs dizaines de millions de records chargés en une heure. Pour ce faire, il n'y a pas d'autre manière que de travailler dans un mode que l'on va décrire en détail, qui consiste à aller faire des traitements en parallèle. Donc, ça va être l'idée que l'on va détailler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se cache derrière le traitement parallèle? Il se cache surtout une architecture. Salesforce vous met à disposition une architecture qui va permettre de paralléliser les traitements, à ceci près bien sûr que pour que ça se produise, il va falloir activer cette parallélisation et puis la préparer parce que travailler en mode parallèle va avoir des conséquences et on va comprendre aujourd'hui quelles sont ces conséquences, quels sont les points d'attention et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces chargements parallèles soient aussi rapides que ce qu'on voyait dans le graphique précédent. Alors, faire un traitement parallèle, imaginez une petite métaphore sur le sujet. Imaginez que vous ayez une tranchée à creuser. Ça va prendre un peu de temps, ça va être beaucoup d'efforts. Et si vous êtes dans la situation telle qu'elle est présentée ici, avec juste une personne avec son outil, ça va être ça va être une opération relativement longue. Et donc, il va falloir trouver un autre moyen de faire. Alors, comment on fait quand on a une tranchée à creuser? Normalement, ça se passe le week-end. On fait venir ses amis, on leur fournit une pelle à chacun. Et voilà, on va pouvoir travailler de manière plus efficace. Vous imaginez un certain nombre de personnes qui vont travailler en parallèle. On va gagner un temps certain, ça c'est la théorie. Et on va voir que dans la pratique, la situation n'est pas toujours aussi simple. Alors, une notion importante sur le traitement en parallèle, c'est le degré de parallélisme que l'on obtient. Et donc, pour charger en parallèle, on va déclencher un certain nombre de processus ou de threads qui vont être associés à l'opération de chargement. Donc, c'est
Le moyen d'aller plus vite, c'est vraiment l'image qu'on voyait tout à l'heure est assez exacte de ce point de vue. Il s'agit de faire en parallèle un certain nombre d'opérations de chargement et de faire que du coup, au lieu d'avoir du temps qui s'additionne, on va avoir une réduction du temps. C'est ce que l'on voit ici sur ce schéma. Si on est dans une situation vraiment totalement optimale, on va avoir une réduction du temps en démultipliant le parallélisme. Donc ici, on va traiter 5 millions de records à la fois, mais on va les traiter en parallèle, et donc on va réduire le temps d'autant. Donc on divise ici le temps par 4. Donc c'est une pratique assez intéressante, mais elle va demander un certain nombre d'attention pour qu'on arrive à un résultat aussi optimal. Le risque, si on n'a pas bien préparé son traitement, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble plutôt à ceci. On a voulu paralléliser, mais pour autant, on n'obtient pas les résultats escomptés. Et on va avoir une durée de traitement quasi égale à un traitement unitaire en série. Alors évidemment, on est rarement dans un tel cas de figure, mais pour autant, c'est tout à fait possible de voir que le traitement parallèle ne donne pas du tout le résultat attendu. La raison pour se retrouver dans une telle situation, c'est qu'on va avoir un certain nombre de facteurs qui vont générer un goulet d'étranglement assez important. Et ces éléments, donc on va les voir, ce sont des verrous, des exceptions venant de codes Apex déclenchés par des triggers, par exemple, et aussi les relations entre les objets, telles qu'elles sont définies dans votre modèle relationnel, qui vont pouvoir avoir une influence sur les temps de chargement. Donc il y a beaucoup de points d'attention qui devront être pris en compte sur la création d'un process de chargement massif. Alors, on va travailler sur des cas concrets pour voir effectivement comment ça se passe. On va mettre les mains sur l'API Bulk. Donc l'API Bulk, pour ceux qui ne la connaîtraient pas très bien, il s'agit d'une API qui a vocation à faire du traitement massif. Donc ça ne veut pas dire qu'on fait forcément du traitement parallèle, mais si vous devez charger des gros volumes de données, donc ça peut arriver au moment où vous démarrez avec la plateforme Salesforce, vous allez vouloir charger des gros volumes pour récupérer des données qui viendraient de votre système d'information existant. Vous allez utiliser l'API Bulk pour faire ces chargements massifs. Donc, en dehors de ce traitement initial, vous pouvez avoir des traitements périodiques qui demandent à faire des intégrations en mode bulk. Et par ailleurs, on a sur la plateforme ce qu'on appelle des limites de gouvernance qui ont pour rôle de faire que vous suivez les bonnes pratiques sous peine de voir vos traitements interrompus. Et là aussi, il y a une contrainte. Si vous souhaitez faire du traitement massif et que vous utilisez l'API classique, que ce soit l'API REST ou SOAP, qui permet d'accéder directement à la couche de données de votre modèle relationnel, vous allez tomber assez vite en échec puisque le traitement massif par ce biais va être intercepté par le système. Donc très clairement, deux logiques de fonctionnement différentes. Vous serez amené à utiliser l'API Bulk à la fois pour des raisons de performance et donc aussi pour des raisons de bonne gouvernance, de bonne pratique, sous peine de voir votre traitement interrompu en cours de route. Deuxième élément important, le chargement en série ou le chargement parallèle. Si vous avez tout votre temps et que vous souhaitez faire simple, le chargement sériel va être une option. Elle a le mérite de la simplicité. Mais si vous avez vraiment des gros volumes ou que vous avez des traitements périodiques à faire sur ces gros volumes, vous allez souhaiter optimiser ces traitements, les accélérer, et donc vous allez investiguer dans la partie traitement parallèle de façon à mettre au point votre processus d'intégration. Pour suivre vos temps d'intégration, si vous avez des contraintes d'intégration, vous allez être particulièrement intéressé par le fait de suivre le degré de parallélisme du traitement et donc le débit final
que va obtenir votre traitement et qui va donc être reflété par un temps de traitement. Bien sûr, dès qu'on rentre dans un traitement parallèle, on risque d'avoir des goulets d'étranglement. Donc l'idée, ça va être de les identifier, de les éviter. C'est ce qu'on va voir en détail. Et puis, donc, au final, on va avoir un maximum de débit, puisque c'est tout l'objectif de ce traitement d'intégration. Alors, il y a un petit travail de préparation qui a été fait. On va résumer ici comment a été faite l'atelier qui permet de faire la démonstration. En quelques mots, donc, on va utiliser l'API Bulk qui va provoquer des chargements asynchrones. On va charger les données, on va les amener dans le cloud sur la plateforme. Et on va, à partir de là, déclencher donc, des traitements parallèles sur des gros, voire des très gros volumes de données. En interne, il s'agit d'une API REST. L'API REST, par rapport à une API SOAP plus classique, a l'avantage d'être plus légère, donc en termes de bande passante, de charge sur le décodage des différentes enveloppes. On a de l'XML côté SOAP et REST, on est sur du JSON, des structures très simple que le système va pouvoir décrypter très vite. Retenez un élément important, on va voir du code ici en Java pour l'intégration. C'est une pratique intéressante pour la démonstration si vous avez très peu de traitements à faire ou si vous avez des traitements très pointus sur lesquels vous voulez maîtriser absolument les ressources qui sont consommées, si vous voulez faire ce qu'on appelle du fine-tuning. Notez que si vous souhaitez faire de l'intégration de données de manière récurrente, il est préférable de se doter d'outils d'intégration, donc typiquement un ETL. Vous avez sur le marché beaucoup d'ETL disponibles. Vous en avez qui sont fournis par Salesforce, notamment le Data Loader, mais vous avez aussi d'autres outils gratuits qui vont vous permettre de faire de l'intégration de données de manière plus industrielle, avec du coup moins d'efforts dans la partie code, parce que là c'est plutôt du paramétrage, d'un traitement d'intégration. Et comme tous ces outils intègrent des connecteurs vers Salesforce, il sera assez facile de travailler avec ces outils comme vous le faites éventuellement déjà sur des bases SQL par exemple, et d'intégrer donc Salesforce comme une des cibles de cet outil d'intégration. Néanmoins, comme il s'agit d'API, vous pouvez utiliser le langage de votre choix. Donc là, on a choisi du Java, mais ça pourrait être du PHP, du C#, du C++. Ce sont des API tout à fait standards en termes de protocole. Il n'y a pas de difficulté à utiliser le langage de votre choix. Alors, un petit pas en avant sur la démonstration. Donc ici, on a le schéma de notre jeu d'essai. Donc il s'agit d'un compte, d'une commande qui pointe sur un catalogue, avec pour un compte donné toute une série de commandes. Donc on a ce qu'on appelle un lookup entre ces deux objets. On peut voir en live cette fois-ci, donc on est sur l'org qui va nous servir à nos essais. Pour ceux qui découvrent Salesforce, une org, c'est une instance qui contient l'ensemble de vos données, de vos traitements, etc. Et donc on a ici, donc, dans le Visual Builder, on a la description de ce schéma de données et on a préparé un certain nombre de fichiers qui vont nous permettre de faire cette intégration. Alors, une des règles qu'on va voir, ça va être donc de préparer ces chargements. On va aller voir comment ça se passe au travers d'un cas concret et des implications à la mise en place d'un traitement massif. Et donc, il va falloir faire un petit travail supplémentaire par rapport à un API Bulk en mode sériel. L'idée, c'est que pour qu'un chargement massif en mode parallèle fonctionne bien, il va falloir donc
comprendre les points où il y a éventuellement un problème, donc réaliser là où ça ne fonctionne pas correctement, investiguer quelle est la source potentielle du problème. On a cité tout à l'heure des verrous, des triggers, des relations entre objets qui peuvent avoir un impact. Donc c'est sur ces points qu'il va falloir découvrir où sont les goulets d'étranglement. Et puis évidemment un plan pour traiter les difficultés rencontrées de façon à obtenir la performance maximale. Alors, on va aller voir notre cas en détail. Comment ça fonctionne en mode sériel. Et donc, on va directement aller voir ce qui a été fait au niveau. Voilà, l'écran ne va pas tarder à être. Voilà, c'est parfait. Donc, on va voir ce qui a été fait au niveau des chargements massifs. Donc, pour faire ça, on a donc un accès au setup de notre environnement en tant qu'administrateur. On va aller regarder donc le traitement série qui a été fait. Bien sûr, pour éviter de perdre du temps pendant ce webinaire, on a préparé à l'avance donc le traitement en mode série. Donc vous avez ici donc l'accès aux jobs qui ont déjà été réalisés. Et on a un chargement de données, donc on a des fichiers plats qui ont été préparés pour cette intégration. Et donc on a à charger nos commandes. On a réalisé donc il y a quelques jours un essai de chargement massif en mode sériel. On avait 1 million de données à traiter. On a bien eu 0 échec sur ce traitement. Mais là, on a quand même un temps d'exécution qui est aux alentours d'1 heure. Donc 1 million d'enregistrements en 1 heure, c'est déjà intéressant. Néanmoins, si on a des contraintes temporelles importantes sur l'exécution du traitement, on peut mieux faire. Donc on va aller voir ce job un peu plus en détail. Donc vous voyez que j'ai manifestement un petit souci. Donc un petit souci de connectivité, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est l'effet démo manifestement. Désolé pour ce petit contretemps. Oui, j'ai manifestement perdu toute ma connectivité. Désolé, hein, on va essayer de rétablir la situation. Bien, apparemment, donc un petit incident réseau. Désolé pour ce petit contretemps. Voilà, c'est reparti. Donc nous avons le job qui a été lancé il y a quelques jours, donc presque 1 heure de temps de traitement. On voit qu'en revanche tout s'est bien passé, on a bien 1 million de lignes, on n'a aucun échec, aucun réessai, donc ça c'est une notion intéressante. Le système peut gérer des réessais, ça semble un peu particulier. Vous allez comprendre dans quelques minutes le sens de ce compteur. Et ensuite, donc, on voit les différents traitements qui ont été faits. Et on peut voir qu'il s'agit de lots de 10 000 records. Bon, ils ne sont pas tous affichés ici. Et on peut aller voir pour chacun les résultats. Donc ici, on n'a pas eu de surprise. Mais si on était intéressé ou si on avait un quelconque problème, on peut tout à fait en direct aller voir le contenu du traitement. Et donc si on avait un message d'erreur, on aurait ici le message correspondant à la ligne qui est en erreur. C'est assez intéressant d'avoir accès à ces éléments, parce que vous pouvez aussi les récupérer dans votre traitement pour notamment faire des rapports ou faire
des retours d'informations sur les éventuelles anomalies. Donc voilà pour le traitement en mode sériel. 1 heure de traitement, c'est effectivement pas les meilleures performances. Alors comment est-ce qu'on a réalisé ce traitement? Comment ça fonctionne? Je vous propose de voir un petit peu déjà les données elles-mêmes. Donc on a ici un certain nombre de fichiers qui sont présentés. On va se focaliser pour l'instant sur celui-ci. Il s'agit donc des données avec le compte concerné par la commande, le code de la commande, le status, et on va donc charger ce million de records à l'intérieur de la base. Bien, donc on va retourner à notre présentation. Donc ce chargement en mode série, qu'est-ce qu'il nous donne? On a un seul thread évidemment qui tourne, on a 100 batchs de 10 000 records, ce qui permet de processer l'ensemble de nos traitements. Et on a vu que approximativement, c'est un traitement qui avait pris 1 heure d'exécution. C'est potentiellement satisfaisant, mais imaginez que vous avez non pas 1 million, mais 50 ou 100 millions d'enregistrements à charger. Ça peut devenir pénalisant, surtout que si vous n'avez que, par exemple, la nuit d'un week-end ou ce genre de contraintes pour faire ce chargement. Alors, comment ça se passe en termes de code? Donc, on l'a dit, c'est du code Java que nous avons utilisé. Alors, comment on fait pour écrire du code Java qui fait appel à l'API de chargement massif? En fait, on ne part pas de rien, ce serait quand même beaucoup de travail. On a utilisé un outil qui est fourni gratuitement aux développeurs qui s'appelle Web Service Connector. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'une sorte de proxy sur votre modèle de données, sur l'API au départ, mais avant tout sur le modèle de données, puisque ce kit va non seulement donc vous permettre de vous connecter sur le système, mais il va récupérer les métadonnées correspondant à votre modèle relationnel, il va créer les classes Java correspondant à ce métamodèle, et il va donc ensuite vous permettre de traiter la donnée directement en code Java, mais en ayant des classes qui correspondent à votre modèle, donc ça facilite beaucoup l'écriture de code de ce genre. Et c'est ce qu'on a utilisé pour la démonstration. Donc on ne verra pas ça en détail là sur le moment, mais en fait on récupère le fichier WSDL correspondant au modèle relationnel. On génère le code Java avec l'utilitaire qui est fourni. Et ensuite, au niveau de l'exécution, donc on a toute la connectivité à l'API qui fait partie donc, de ce kit. Je rappelle son nom, le Web Service Connector. Si vous tapez cette source Web Service Connector, vous trouverez toutes les explications sur ce kit. Et vous pourrez notamment, je vous donnerai plus tard, le lien d'accès sur ce code de démonstration. Alors, qu'est-ce que l'on a fait ici? Donc, on a la création d'un job. On va indiquer qu'il s'agit de fichiers CSV. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est le format de prédilection sur des données à plat. Et on indique un traitement en mode sériel. Donc, si vous devez écrire des jobs le plus simplement possible, cette utilisation sera suffisante. Alors, l'idée, c'est de donner un certain nombre d'éléments sur la manière dont va fonctionner le traitement. Donc, ici, on a défini un certain nombre de limites avec un nombre maximum de caractères par batch et un nombre maximum de lignes par batch. Avec ces limites, le système va les utiliser pour découper les traitements en différentes parties. Dans la mesure où la taille d'un batch est limitée, il faut donc effectivement découper le traitement en plusieurs batchs. L'autre
l'autre intérêt de cette opération, c'est que on va donc avoir désolé, j'ai eu à nouveau une petite secousse au niveau du réseau. Donc on va obtenir donc un traitement qui est déclaré en une seule fois et avec un découpage automatique par les classes qui sont fournies par le Web Service Connector. Alors, quand on va faire tourner ce job, on l'a vu, ça donne des résultats qui sont de l'ordre de 1 million de lignes à l'heure. Sachez que quand on a lancé ce traitement, on était aussi sur un accès Internet, bien sûr, pour accéder à la plateforme. L'aspect bande passante joue un rôle. Donc, vous pouvez avoir des performances relativement différentes en fonction du niveau de bande passante que vous avez sur l'accès Internet. Donc on a vu le chargement en mode sériel. On va voir maintenant le chargement en mode massif dès qu'on aura fait une petite revue donc de ce chargement série. Alors on a été les voir en live ici. On a un exemple qui correspond pas tout à fait au même chiffre, puisque comme je viens de le dire, on peut avoir des chiffres qui changent d'un environnement à l'autre ou même d'une exécution à l'autre. N'oublions pas que Salesforce c'est du multitenant, donc tous nos clients partagent la même infrastructure. Donc en fonction de l'activité du moment, bien sûr, les temps de traitement peuvent varier. On a un degré de parallélisme qui est de l'ordre de 1, c'est logique, hein, puisqu'on était sur un traitement purement sériel. Il est évident que ça va être quelque chose qu'il va falloir améliorer. Et donc on va déclarer dans le système une autre, par le biais des classes Java, on va déclarer une autre manière de faire le traitement et on va basculer en mode parallèle. Donc pour l'instant on en est là, on a une exécution purement sérielle. On peut voir que si on ne fait rien, ben, on va avoir effectivement quelque chose d'assez linéaire. L'idée, ça va être d'améliorer la situation et d'essayer d'avoir quelque chose qui soit plus de cet ordre et qu'on atteigne des valeurs plus intéressantes en termes de débit, de nombre de lignes par heure. Alors, on va aller lancer le traitement, comme ça il va se dérouler alors que l'on est connecté. J'espère que je n'aurai pas d'autres surprises sur la partie réseau. Alors, on va donc lancer le traitement. Voilà le traitement qui va être lancé. Je propose de vous afficher le contenu de ce fichier de script. Donc, vous voyez que on est dans un petit traitement batch qui va invoquer Java et qui va aller chercher donc le fichier CSV et exécuter le mode parallèle. Très bien. À nouveau quelques petits soucis de connectivité. Je m'en excuse à nouveau. Je ne sais pas exactement quelle est la cause. Ok, donc le traitement est parti. On a donc quelques minutes d'attente ou au pire 1 heure. On va voir un petit peu comment ça se passe.
Et on reviendra donc plus tard sur ce traitement. On pourra simplement le suivre, bien sûr. Donc, revenons à nos traitements parallèles. On va regarder un petit peu ce que nous dit notre console de supervision. Et effectivement, on a bien un traitement qui est en cours avec une progression des records qui sont chargés. Ça semble aller bien. Oups, vous voyez ici, on a quand même une petite difficulté. On a des records qui passent et d'autres qui ne passent pas. Donc nos traitements parallèles, manifestement, rencontrent quelques difficultés. On reviendra sur ce point, essayer de comprendre ce qui se passe. Vous l'avez deviné, c'est un peu l'objectif ici, de voir quel est le point qui nous pose problème. Donc en théorie, c'est ce qu'on devrait obtenir. On devrait obtenir un traitement massif en parallèle et on devrait donc raccourcir le temps de manière proportionnée. Pour faire ça par rapport au job qu'on a vu tout à l'heure, une différence sur les paramètres de création du job. Cette fois-ci, on l'active en mode parallèle. Ça devrait bien se passer. Bon, donc on a pris les devants. On a gagné un petit peu de temps sur le lancement. Qu'est-ce qui se passe pendant ce traitement? On va essayer de le comprendre. On ira voir les logs pour essayer de comprendre ce qui peut se passer. En approche sur ce point, qu'est-ce qui peut poser un problème? Tout ce qui va nous provoquer un goulet d'étranglement. Donc la notion de verrou est quelque chose d'important. Alors qu'est-ce que c'est qu'un verrou? Un verrou, c'est un élément qui se situe au niveau de la persistance de la donnée, sur le moteur de base de données. On va avoir sur le moteur des actions qui sont faites pour maintenir l'intégrité de la base. Et ce maintien de l'intégrité va déclencher la pose de verrous. Donc les verrous sont des ressources qu'on ne sait pas démultiplier à l'infini. Et puis évidemment, comme son nom l'indique, un verrou va provoquer des blocages de ressources. Et donc si vous tentez d'accéder à une ressource qui est bloquée, vous êtes mis en attente ou en échec. Et ça va provoquer tout le moins des ralentissements, voire des échecs de chargement de données, ce qui n'est pas du tout le but recherché. Donc on va avoir des ressources qui sont perdues, on va avoir un débit qui baisse, éventuellement des échecs, il semblerait qu'on soit dans ce cas de figure, et la notion de retry qui est manifestement intégrée dans la bulle KPI n'est pas une panacée, ce n'est pas une solution en soi, et on va devoir donc trouver des solutions dans la mesure où le retry est quelque chose qui peut aider face à une situation un peu exceptionnelle, mais si c'est structurel à votre traitement, on va pas y arriver. Alors, notre traitement, on a évidemment, on l'avait déjà fait tourner, on a déjà vécu l'expérience, donc on a une indication qui est aux alentours d'une 15 à 17 minutes d'exécution. Mais on a un petit problème, donc on a un haut degré de parallélisme, mais il s'est passé quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut aller voir, alors que le traitement est encore en cours, on va aller voir où en est notre traitement en rafraîchissant notre log. Nous y voilà. Donc, on voit qu'on a quand même réussi à processer près de 170 000 enregistrements. On en a quand même à peu près autant qui sont en échec. Et ça avance à relativement petite vitesse. Si on compare, on a un lancement précédent qui a été fait, comme pour le traitement précédent que je vous ai montré quand il prenait 1 heure. On l'a exécuté la semaine dernière, le traitement a pris 10 minutes.
avec toujours ces échecs. Donc on a bien quelque chose qui ne se passe pas bien. On va aller faire, comme tout à l'heure, aller voir les résultats. Oups. Alors, donc vous voyez que nous avons un certain nombre de messages d'erreur. C'est toujours le même, hein, pas de surprise ici. Le système nous indique qu'il ne peut pas verrouiller un enregistrement, il ne peut pas obtenir de verrou exclusif sur cet enregistrement. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, les verrous, c'est une ressource qui ne se démultiplie pas à l'infini sur le système, et donc on avait un nombre de verrous alloués au traitement, le nombre de verrous a été atteint, et du coup, si le système ne peut pas verrouiller, eh bien, il y a un risque sur l'intégrité de la donnée, et donc la donnée n'a pas été chargée. Alors, qu'est-ce que ce verrou, d'où vient-il et pourquoi le système a-t-il mis un verrou? Pour le comprendre, il va falloir revenir un petit peu en arrière. Je vous propose de revenir sur notre schéma. Qu'est-ce que nous avions ici? Nous avions donc des commandes sur un compte et des commandes qui pointent sur un catalogue. Très bien. Et quelle est la particularité de ce traitement et en quoi le modèle relationnel va impacter le traitement? On peut voir qu'on a une relation entre la commande et le compte, et cette relation, elle a certaines caractéristiques, et on va notamment, bien sûr, éviter de se retrouver avec des commandes orphelins de leur compte, ce qui est une intention plutôt louable. Simplement pour gérer cette relation de manière optimale, comme on a souhaité le faire, bien, automatiquement, quand on va charger cet objet commande, le système, pour chaque ligne de commande qu'il va intégrer, va aller poser un verrou sur le compte qui est en face. Donc, si on veut vérifier cette assertion, on va aller vérifier le modèle de notre objet order. Et là, vous voyez donc qu'on a bien un champ de lookup sur le compte. Et regardez l'option qui est là. On ne veut pas supprimer on ne veut pas autoriser la suppression, pardon, si on a donc une relation sur son parent. Donc ça veut dire que pour chaque commande, on va bien verrouiller le compte en raison de cette caractéristique. Donc c'est ce qui fait là tout le problème. Cette manière de paramétrer la relation, elle est en temps normal tout à fait intéressante, mais elle pose quand même un souci, puisqu'elle va provoquer un certain nombre de verrous, et que le nombre de verrous étant limité et notre nombre de lignes étant très important, on va vite avoir un problème. Alors, qu'est-ce qui apparaît ici quand on regarde un peu plus près? On peut se dire que ce qui va compter finalement, alors c'est à la fois le nombre de verrous, mais aussi dans la mesure où on a un lien entre les commandes et les comptes, c'est sur un petit peu les ratios entre les deux. C'est-à-dire en gros dans mes données, quel est le nombre de commandes qui concernent un compte donné. Donc dans le jeu d'essai qui a été créé, on a à peu près 500 comptes qui sont concernés par les commandes, ce qui fait qu'on doit avoir en moyenne dans les 2000 commandes par compte. Ce qui veut dire que on va avoir des verrous sur des jobs qui tournent en parallèle qui concernent le même compte, puisque statistiquement il y a quand même de grosses chances pour que le même compte soit mis à jour sur des batchs différents. Et c'est là que effectivement les problèmes vont commencer, puisque le système ne va pas autoriser de poser deux fois
fois un verrou sur le même compte. Donc on a bien quelque chose ici qui ne fonctionne pas. Ce type de paramétrage n'est pas compatible avec notre chargement de données. Il faudrait vraiment arriver à faire que sur un thread donné, on n'ait pas deux fois le même compte. Donc il y a différentes manières d'y arriver. On pourrait essayer de gérer le dispatch sur les différents comptes, ça pourrait être une manière de faire. L'autre option, c'est aussi bien sûr de modifier ce paramétrage, qui serait de dire, OK, pour le temps du chargement, on va assumer le fait qu'on ne va pas supprimer de compte et on va plutôt accepter ce paramétrage. Donc vous voyez qu'on a une certaine finesse à avoir sur la logique de chargement et que dès qu'on rentre sur une logique de parallélisation, beaucoup de détails vont entrer en ligne de compte. Donc là, c'est un problème de verrouillage au niveau du compte. Le système essaye de traiter la situation. On a vu qu'on avait un certain nombre de retries qui étaient lancés. Pour autant, ça ne se passe pas bien du tout. Le résultat n'est pas bon. Alors, on va poursuivre. On va laisser une chance de traitement de se finir. Si jamais il ne termine pas à temps, on ira le couper. Donc, le résultat final de notre traitement, ça va être finalement un gain nul, puisqu'on devrait être à peu près ici, ou moins quelque part dans cette zone, on espère, et finalement, le résultat n'est pas là. Donc à nouveau, on voit bien qu'on n'a pas la possibilité de faire du traitement parallèle sans venir dans le détail de ce qui est fait au niveau du traitement et sur l'impact de cette parallélisation. Il est vraiment important de comprendre ce qui se passe, donc de réaliser ce qui ne va pas. Ici, on est dans une situation où les verrous vont mettre fin à l'avantage du mode parallèle. Il faut trouver la cause du verrou. Donc ici, très clairement, c'est la relation qui est en cause. Et puis, donc, quel est le plan pour traiter le problème? On va avant de passer au cas du numéro 2, on va revenir sur le point. Non, pas revenir sur le slide précédent. On va revenir sur notre traitement. On va aller voir un petit peu où on en est. On va aller réafficher donc. Voilà, donc le traitement c'est terminé, ça a été finalement relativement vite. Vous voyez qu'on a un nombre de records processés qui est pas du tout celui attendu, et on a vraiment quand même beaucoup d'erreurs. Alors pour traiter le problème, allons-y, on va modifier notre schéma. OK, voilà qui est fait. Évidemment, si on doit relancer le traitement, vous voyez, on a un bouton ici que vous n'avez peut-être pas forcément dans votre environnement. C'est un bouton donc, qui va permettre de tronquer les données. Alors évidemment, n'utilisez jamais cela en production, ce serait une très mauvaise idée. Mais dans un environnement de pré-production, un environnement de test ou votre environnement de développement, il n'y a bien sûr aucun problème. On a la possibilité d'aller faire cette suppression. Donc, vous voyez, le système me redemande de confirmer. Je suis obligé de savoir ce que je fais. Voilà, c'est relativement rapide. J'ai tronqué mes données, j'ai modifié mon modèle. Je serai prêt à relancer le traitement. Alors, allons-y. Donc,
Revenons. Juste avoir besoin. Ah. Petite difficulté avec l'écran ici. Ok. Donc on va revenir sur notre traitement. On va pouvoir le relancer. Faire partie. Donc là, il s'agit de la même chose. Simplement, on a modifié le modèle de données. Donc, on avait vu tout à l'heure que les problèmes survenaient assez rapidement. Ça va être assez facile de voir ce qu'il en est en revenant sur la console d'administration et en allant voir donc le résultat. Et là, maintenant, vous voyez ce qui se passe. On a le traitement qui a bien démarré et on a toujours 0 échec. Donc, pas de doute possible. Hein, c'était bien ma relation en lookup en bloquant le compte pour éviter d'avoir une commande orpheline qui est bien la cause de notre problème. Ok, bon, c'est intéressant. Donc, notre traitement est en route. Il fonctionne. Cette fois-ci, plus d'erreurs. Donc, on a modifié le schéma. Quels seront les résultats approximatifs du traitement? Ben, on va aller beaucoup plus vite. On a un degré de parallélisme autour de 19, ce qui commence à être vraiment intéressant. Et l'heure de traitement, hein, rappelez-vous, il fallait 1 heure pour traiter le sujet, notre million d'enregistrements. On est passé donc à 3 minutes. Le résultat est satisfaisant. Où sommes-nous dans la courbe? On est plutôt bien placé cette fois-ci, hein, puisque notre ratio de 19 nous permet d'obtenir un débit quand même vraiment significatif. Donc le résultat est là. Maintenant, était-il acceptable de modifier notre modèle de données comme on l'a fait? C'est une vraie question. Hein. N'oublions pas que là, le chargement de données massif, on le fait la plupart du temps en production. Est-ce qu'il était raisonnable en production de toucher à ce modèle de données? Peut-être. C'est une des solutions possibles. Ce n'est pas forcément la manière la plus praticable dans toutes les situations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Revenons sur notre souci. Qu'est-ce qui était notre problème? Notre problème, c'est qu'on avait des comptes qui étaient donc répartis sur l'ensemble des threads, et que ces comptes, il arrivait que ce soit le même compte qui soit traité sur un thread donné ou sur un autre, ce qui provoque le problème de contention et de verrou. Pour limiter le problème, on a un moyen qui serait d'ordonner le fichier. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de trier le fichier en entrée. Si vous utilisez un ETL, c'est des choses que ces outils font très bien. Et on va permettre d'arriver au résultat de cette manière. Donc on va du coup pouvoir faire un traitement qui a de bonnes chances de passer. Tout de même, on va probablement pas avoir le temps de le dérouler, mais vous imaginez que ça fonctionnerait de la même façon. On a un facteur qui est extrêmement important dans l'idée de charger les données triées, c'est le nombre de comptes gérés, la distribution des données autour de la notion de compte sur le volume que l'on a à charger. Il n'est pas du tout sûr que d'un chargement à l'autre, on ait une distribution de données qui soit identique. Et donc, on pourrait très bien avoir des discussions autour sur le fait de se dire, est-ce que le tri des données est quelque chose de satisfaisant ou pas? Alors, on a le tri de données qui va largement améliorer la situation. Si la distribution est satisfaisante, on a peu de chances d'avoir des verrous, mais on a aussi les retries qui, dans un cas comme celui-là, peuvent permettre de pallier au problème.
Néanmoins, on n'aura pas un résultat exactement sécurisé, puisque en fonction de la distribution des données et du nombre de threads que l'on pose, on pourrait bien se retrouver avec des retries, voire avec des échecs. Donc c'est une solution intéressante, mais qui n'est pas forcément idéale. Alors pendant que notre traitement se poursuit, rappelons-nous donc des conditions qu'on citait tout à l'heure. Les relations de lookup et de maître détail sont des sources potentielles de difficultés en fonction des options qui ont été mises, notamment si on y rajoute des contraintes d'intégrité. On va avoir la même chose sur les champs de résumé sur les relations maître détail. Donc on peut aussi avoir des difficultés puisque ça va aussi générer des verrous. Et domaine encore plus large, les triggers. Si vous avez créé des triggers en fonction du contenu de ce qui est exécuté, notamment si ces triggers accèdent aux données qui sont en cours de chargement, il peut se passer des choses un peu délicates. Donc il est préférable de les désactiver. On peut par exemple rajouter un champ dans l'enregistrement, le rajouter dans les données en entrée, et donc ce champ qui serait un flag permettrait de dire si on veut activer ou pas les triggers pendant que la bulk API est utilisée, ce qui pourrait permettre d'associer donc les traitements en temps réel, les basculer en mode batch. Si le code qui fait effectivement le traitement a été mis à l'extérieur du trigger, c'est quelque chose qui peut être fait. Donc à nouveau, il n'y a pas de règle globale, on va avoir différents cas de figure qui vont permettre d'aller essayer de trouver la bonne solution face au chargement et aux problèmes de verrou. Si vous souhaitez plus de détails sur tous les cas de figure, on a donc un article très étendu sur le sujet. Vous allez retrouver l'ensemble des éléments qu'on a pu évoquer là et sur les solutions potentielles. Je vous propose qu'on aille refaire un tour donc sur notre traitement, voir un petit peu où il en est. On va rafraîchir notre page et le traitement effectivement est fini, moins de 5 minutes, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc on a vu que le changement du modèle fonctionnait. On n'aura pas le temps de dérouler l'exécution de ce qu'aurait donné le traitement en ayant un tri des données. Simplement, on va expliciter un petit peu ce qu'est ce tri de données. Donc on a Pardon, je vais revenir. Voilà. On a un résultat qui est pas tout à fait aussi efficace, mais ça fonctionne bien. L'intérêt de ce traitement, donc avec les données triées sur le compte, c'est qu'on va pouvoir conserver la contrainte d'intégrité sur la relation, ce qui est quand même, je dirais, un compromis satisfaisant. Donc on a perdu en performance, mais on a gagné très nettement sur l'intégrité de la donnée. Pardon. Bien, le résultat de ce chargement et quelques rappels. Donc, attention à tout cet aspect donc, de boulet d'étranglement. Vous pouvez optimiser sur du chargement parallèle et de l'extraction, puisque la partie extraction peut jouer ainsi un rôle important. La distribution de données est un élément qui joue un rôle, donc le tri sur la data peut être un moyen simple et efficace d'améliorer les performances. Et donc, on voit que on a différents moyens à notre disposition, l'adaptation du modèle, le tri des données, le niveau de parallélisme. Donc beaucoup de solutions face à des problèmes assez variés. Voilà, on va manquer de temps pour revenir sur les résultats, mais vous l'avez compris, on a donc différents moyens d'aller traiter ces problèmes d'optimisation d'utilisation de la bulk API et passer du mode sériel au parallèle. Je vous invite à aller consulter donc, le lien qui apparaît actuellement sur votre écran.
qui est une page donc, consacrée aux architectes qui contient toute une série d'articles sur des sujets autour de ce qu'on vient d'évoquer. Et vous retrouverez notamment un lien sur l'article complet qui doit se trouver par ici. Donc voilà la page en question. Et si vous la déroulez un petit peu, voilà, vous allez retrouver, le temps que voilà, l'écran se rafraîchisse. Donc si vous descendez un petit peu dans la page, vous allez ici retrouver donc une version écrite de ce que je viens de vous présenter et qui permet de voir donc avec tout le niveau de détail les différentes options pour travailler en mode parallèle sur le chargement de données. Pour récapituler avant de finir, donc le point c'est de bien comprendre ce qui se passe en termes de verrous ou de goulets d'étranglement, de comprendre où est la source du problème, d'investiguer donc sur les causes et de mettre en place des processus pour corriger donc des problèmes de performance et maximiser le débit du traitement. On avait prévu donc une session de questions-réponses. Je vois que j'ai la chance de ne pas avoir de questions. Tout a été répondu en cours de route. C'est fantastique. Eh bien, il est juste l'heure. Merci pour votre écoute et j'espère à très bientôt pour un nouveau webinaire.